Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission, ça faisait longtemps, du format Back Issues, qui est cette fameuse émission née en 1857 en Auvergne, au cours de laquelle en fait deux hommes très érudits et un poil bourgeois se sont dit qu'en allant converser sur un canapé pour parler de leur dernière lecture, il serait peut-être intéressant de garder mémoire orale de ces discussions afin de promouvoir la belle culture, la culture bande dessinée qu'on appelait à l'époque El Cultura Comics, puisque bien entendu en Auvergne, nous ne parlions pas français à cette époque-là. Depuis, les ancêtres de ces érudits ont décidé de mener la même chose, de poursuivre le travail ancestral, puisque nous sommes tous les deux auvergnats, bien entendu. Corentin, bonjour. Oui, bonjour, je suis moi-même de Gergovie. Voilà. Et donc, j'étais là à l'époque. De perpétuer cette tradition. La beauté de cul italien, là. 6 générations. Un Gaulois et un Italien. 6 générations que nos ancêtres se mettent sur des canapés pour parler de leur lecture. Littéralement. Voilà. Non, depuis l'aube des temps, en vérité. C'est vrai. Depuis Gilgamesh, on commentait déjà l'épopée de Gilgamesh en disant, ouais, pas ouf. Qu'est-ce que tu penses tu penses que nos ancêtres à l'époque des grottes de Lascaux ils disaient ouais les grottes de Lascaux je pense qu'il y a les mecs qui peignaient en fait les taureaux sur les murs et t'as des mecs après qui s'asseyaient qui prenaient un bout de bois et qui disaient qu'est-ce que tu penses du buffle la troisième colonne. Ouais c'est ça ouais je trouve que la caractérisation pas ouf. Qu'est-ce qu'on est marrant. Ah vraiment. J'adore ça. Déjà vous vous pétez de rire là chez vous, c'est incroyable. Les mecs, c'est ça, les mecs ils sont là, je suis sûr là, il y a Guillaume il est en train de faire sa vaisselle et paf il a cassé toute sa vaisselle. Oui, il a trop drôle lui. Ah le con du coup il a plus de vaisselle, il peut plus manger, c'est dommage. Ah là. Coucou Guillaume. Voilà. Mais non, mais on pense aussi, à tout le monde. Guillaume en plus. Lequel était-ce? On ne spoil pas. Intriguant. On n'affiche pas les gens. Bref, Corentin, ça va? Bah, oui. Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas réunis, qu'on s'est pas retrouvés pour un Back Issues. C'est vrai. Alors qu'on a fait quand même pas mal de podcasts entre temps, mais il y avait d'autres sujets à couvrir. Tu parles déjà super vite, là. Bah oui. Incroyable. C'est le café. Que je n'ai pas pris. C'est donc autre chose. Alors Corentin. De quoi on va parler? C'est quoi les Back Issues, Arnaud? Alors donc c'est effectivement. Ils savent pas les gens. Mis à part l'introduction un peu longuette, hein, bien entendu, mais Back Issues, vous connaissez le principe. On prend des bandes dessinées, on les lit et après on vous dit ce qu'on en a pensé. En fait c'est assez simple. Hein. On les referme et on les range. C'est ça, voilà. Donc on va vous parler de quelques bandes dessinées qui sont sorties au cours des dernières semaines, derniers mois là, puisque c'est vrai que ça fait longtemps, on avait un peu de retard, mais vous inquiétez pas, c'est l'été, donc on se trouve le temps de lire, on se trouve le temps de faire des émissions et puis peut-être que vous aurez le temps après vous-même de les écouter puis d'aller en librairie ou en bibliothèque ou de voir vos potes qui lisent des comics et de leur emprunter. Mais voilà, l'important c'est que peut-être vous allez avoir des envies de lecture après nous avoir écouté. Et si c'est le cas, dites-le nous, ça nous fera plaisir. Voilà. Corentin, on va tout de suite commencer par du super-héros. Oui. Mais pas n'importe lequel. C'est pas Batman. Ah bon? Non. Ah bah, je suis pas, ça m'intéresse pas. C'est pas Hulk non plus. Ah bah, je suis toujours pas intéressé. Qui est moins fort que Thor. D'ailleurs, c'est pas Thor non plus. C'est ni Captain America. C'est pas les X-Men. C'est pas les Avengers. Si tu les listes tous, ça prend quand même très longtemps. Je vais te dire tout ce que c'est pas. C'est pas Savage Dragon, c'est pas Spawn, c'est pas Darkness. Mais c'est vrai que voilà. C'est pas non plus Vampiré là. C'est pas Invincible, mais non, c'est pas les Tortues Ninja, c'est pas Michelangelo, c'est pas Leonardo, c'est pas Donatello, c'est pas Raphaël, c'est pas le Shredder, c'est pas Casey Jones, c'est pas Vénus de Milo. C'est pas la Vénus de Milo. Voilà. C'est vrai. Donc, la tortue de la série, hein, pas. Oui, c'est pour ça, mais les gens sont érudits. Les gens sont érudits. Oui. On se lance vraiment ou pas? Oui. Alors, c'est Radiant Black. Yes. Radiant Black. De Cal Higgins. Et Marcelo de Costra. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Donc, une série, effectivement, de super-héros qui croisent les mythes, l'imaginaire asiatique et plutôt japonais d'ailleurs des tokusatsu. Donc, du Super Sentai quand ils sont en équipe, bien entendu. En tout cas au niveau de l'esthétique, mais aussi quand même surtout du héros américain. D'ailleurs ça se passe aux États-Unis, mais les designs font effectivement plus Power Rangers que Superman. Ce qui n'est pas innocent puisque Kyle Higgins faisait du Power Rangers avant. C'est ça, et les séries Ultraman Marcelo aussi. Costa, pas Marcelo Costa, bravo. Et les séries Ultraman également, donc c'est un peu devenu le monsieur Tokusatsu en comics, qui invente un nouveau personnage en partant de l'idée qu'on va essayer un peu de mettre des thématiques plus adultes, plus sombre aussi, ou plus douce amère, dans justement un lore qui est généralement fédéré par des idées et des façons de faire plus adolescentes, plus simples. Évidemment, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les œuvres de fiction de Tokusatsu, hein, ne me jetez pas la pierre si vous êtes très fan et que vous pouvez me citer de tête un arc très sombre du Kamen Rider ou je sais pas.
mais en l'occurrence, voilà, c'est plus à l'américaine avec des problématiques sociales. Typiquement, un écrivain qui, sans le sou et après avoir claqué toute sa thune en essayant de vivre la grande vie new-yorkaise, est obligé de revenir chez ses parents et de faire le chauffeur Uber pour gagner sa vie, hein, simplement. Comme un loser. C'est ça, il retrouve son pote d'enfance qui est un petit peu le stéréotype du meilleur ami geek que vous avez vu dans Get Out, que vous avez vu dans Spider-Man avec Ned, enfin voilà, c'est un stéréotype que vous connaissez très bien, le mec qui connaît toutes les références pop culture par cœur, qui prend le côté super-héros beaucoup plus au sérieux que lui, puisque super-héros il y aura un jour au milieu d'une voie ferrée, le héros chope un trou noir qui lui active des pouvoirs qui font effectivement Power Ranger noir, Power Ranger bleu, mais qui déclenche qui lui donne aussi des pouvoirs de jet d'énergie, de lévitation des vol. objets. Voilà, lévitation, ça veut dire voler, non? Mais moi, les mots de 4 syllabes, j'y arrive pas. C'est vrai, comme valétudinaire. Donc, effectivement, alors, c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je trouve que le dessin est encore un peu chancelant. Enfin, il y a une scène près qui, justement, c'est un peu d'explication, ou plutôt de première pierre à la diégèse générale d'où viennent les pouvoirs. Du Massiveverse. Voilà, quelle énergie va effectivement activer tout ça, pardon. Ouais, tu me demandais comment j'allais, en fait, j'ai très mal à la gorge. Pratique quand on fait des podcasts. Et voilà, donc à part ça, effectivement, les dessins sont un peu... Voilà, c'est pas une BD qu'on lit pour le graphisme, en tout cas. Oh, t'es chié. Hein? T'es chié quand même. Oui, je suis chié. Franchement, non, mais c'est quand même plutôt agréable. Non, mais franchement, c'est pas invraisemblablement beau. Bon, c'est beaucoup de décors assez vides. C'est un peu du Bill Sienkiewicz quand même. C'est un peu du Bill Sienkiewicz, du Simon Bisley même. C'est du Kirby. C'est pas du tout du Kirby. Ouais, non, c'est vrai que ça. Non, c'est pas en ligne car non plus, mais il y a quand même une certaine économie en tout cas dans le trait, dans l'accompagnement général. Mais je trouve que d'un point de vue découpage et pour mettre l'emphase sur les moments d'action, et moments d'action il y a aussi, je trouve que c'est quand même assez lisible. Oui, ça utilise bien la colonne numérique pour matérialiser l'énergie du Radiant, justement. Il y a aussi des petits détails qui sont intéressants. Par exemple, il a vraiment une expressivité visuelle à la Spider-Man avec les yeux qui justement traduisent tout ce qu'il pense. Et c'est même plus Spider-Man dans le côté friendly neighborhood. Il y a un petit côté qui casse aussi parce que les gens lui tweetent, parce que son pote lui crée un Twitter officiel. Les gens lui tweetent, on a besoin de toi, viens nous aider, etc. Et puis c'est le real life super-héros qui est intrinsèque à ce côté problématique de la vie réelle, loyer à payer. Mais alors, qu'est-ce qui fait un peu que Radiant Black peut quand même un peu se démarquer du reste de ces genres de super-héroïques qui à la base en fait serait juste une copie ou en tout cas un déplacement juste d'une thématique avec un autre contexte, donc effectivement celui de l'auteur un peu en crise de la quarantaine qui doit refaire sa vie, mais il y a autre chose quand même. Alors déjà ça c'est plutôt bien fait parce qu'effectivement on voit plus au début de l'histoire ce point de vue précis. Mais il y a plein de scènes comme ça où il galère vraiment, où il écrit vraiment des textes. Je pense que c'est une mise en pas une mise en bas, mais une mise en situation de Kyle Higgins qui lui-même comme tous les auteurs, comme tous les créatifs qui écrivent, en fait, doivent se confronter à l'angoisse de la page blanche avec le petit pointeur qui clignote. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a même des pages entières de prose où on voit ce qu'il a écrit. C'est pas terrible, mais il a écrit des trucs. Il y a le relationnel aux parents, justement, au papa qui est un peu notre génération de père, en fait, qui, a dû renoncer à ses rêves pour se mettre à charbonner et qui lui dit, c'est bien gentil de faire de se prendre pour le nouveau Hemingway, mais il va quand même falloir remplir le frigo à un moment donné, quoi. Bon, ça, c'est le truc que moi, ma mère m'a dit, par exemple. T'as parlé d'Hemingway? Non, on peut pas parler d'Hemingway. Elle m'a dit, arrête de faire journaliste BD et gagne ta vie. Et je lui ai dit, non. Et depuis, on se parle plus, je la déteste. Non, c'est pas vrai. Mais je vais la voir bientôt. Coucou maman, d'ailleurs, si tu m'écoutes. Tu m'écoutes pas, mais parce que t'aimes pas ce que je fais, mais tu m'écoutes. Voilà. Bisous. Tout ça pour dire que ça, par exemple, c'est plutôt intéressant et ça pourra parler à plein de gens parce que je pense que tout le monde a déjà, en tout cas, les fans d'imaginaire ont souvent cultivé des vocations d'auteur. Donc c'est intelligemment fait, c'est sincère dans le propos et la relation au père, justement, est assez, c'est pas cliché, tu vois, on voit qu'il y a une ouverture de sa part, qu'il accepte les rêves de son gamin, mais qu'il veut lui apprendre aussi, la valeur de l'argent, la valeur du travail, en fait, simplement, ce qui est pas du tout inintéressant. Après, donc, ce qui rend le truc intéressant, c'est aussi l'esthétique, qui, effectivement, tire plus du côté asiatique de la force. Et on voit très vite, c'est pas une surprise si vous suivez l'actualité de comicsblog.fr et les podcasts qu'on fait en front page, il y a déjà, effectivement, une explosion des possibles dans Radiant Black, qui est un titre duquel partent beaucoup de spin-off. Donc le Supermassiveverse, effectivement, le Massiveverse, donc on a Radiant Red, Radiant Yellow, on a Roxxon. T'as Supermassive qui est le premier crossover aussi. Et donc voilà, personnages plus féminins, des personnages de couleur, des personnages asiatiques. Donc là on part de héros caucasiens et hétéros a priori, enfin c'est pas forcément très évoqué, mais après on se développe sur un truc plus universel et tout.
Et ça, c'est un reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve que les derniers numéros qui sont dans cette édition, justement, montrent qu'il veut aller vite, en fait, quitte à perdre justement une partie, parce qu'il y a un twist au milieu de l'album, on va pas évoquer. Mais qui est bien, enfin, que pour le coup, je trouve intéressant. Bah, il est intéressant, mais du coup, on perd justement une partie de la richesse de ce protagoniste écrivain, etc., qui du coup disparaît du même coup. Bon, moi, je suis à jour en VO par rapport à la série, parce que, bien obligé, vu que le nombre de spin-offs qui sont annoncés, je suis obligé de tout lire, en fait, pour pouvoir couvrir les annonces de Kyle Higgins, qui vraiment se répand à fond dans cet univers-là. Donc je peux dire en grosso modo que ça va finir par revenir à un moment donné, mais pour l'instant on va être plus sur un acte de crossover de super-héros, voilà. Ce qu'on peut trouver éventuellement un peu dommage. Sinon après ça reste une bonne lecture. C'est intéressant justement quand ça renouvelle le côté déconstruire le super-héros en faisant un truc très pragmatique, très posé, terre à terre et tout. Il y a des dialogues par exemple sur les noms des super-héros, leur action concrète, ou même sur la rythmique des dialogues aussi qui est plutôt intéressante. Enfin, c'est rythmé, enfin, on dirait un vrai dialogue en fait, tu vois. C'est un peu genre une sorte de comédie, de film, tu sais, où par exemple on a déjà vu des films où le héros retourne chez lui et se confronte à ses souvenirs de sa petite ville et compagnie. Là c'est un peu ce niveau d'écriture là justement, dans l'idée que ça doit pas être trop grandiloquent, ça veut pas te dire qu'il y a des grands pouvoirs, des grandes responsabilités, on est vraiment beaucoup plus ancré dans le réel. Et finalement non, c'est une bonne lecture qui pour moi présage effectivement un truc qui sera intéressant à suivre sur le long terme. C'est l'une des rares séries ongoing qui s'est lancée récemment avec cette ambition de créer un univers plus général. Enfin, je pense que c'est peut-être le côté qui ferait le plus défaut à l'album, c'est que vu que ça reste encore très introductif et qu'on sait avec les spin-offs, avec tout le reste, qu'il y a le vrai développement se fait en fait attendre, et vu que c'est Delcourt a choisi de faire une publication normale en termes d'automaison, donc avec un arc en fait à chaque fois en reprenant vraiment ce qui a été fait aux États-Unis. C'est là parfois ce genre de moment où je me dirais que un tome double avec 12 numéros, tu vois, histoire d'avoir vraiment un gros bloc en fait qui serait posé d'emblée, permettrait de mieux faire voir en un seul album en fait toutes les possibilités, parce que là, alors mais par contre je trouve ça super intéressant par l'action et tout ça, par le twist en question qui est quand même, je trouve, est surprenant malgré tout, par le développement de la fin aussi. De me dire j'aimerais bien en avoir un petit peu plus pour être sûr d'être complètement ferré, parce que là tu te dis quand même oui mais c'est que le début et techniquement il manquerait peut-être encore l'un ou l'autre élément pour vraiment se dire ok c'est bon, je suis lancé et la suite je vais être au rendez-vous. Bah à la fois je suis d'accord et pas d'accord, parce que on avait parlé d'Invincible, où je t'avais dit moi des potes de mes parents me veulent faire le tome 1 oui, quand j'étais assez adolescent, et dans le tome 1 il y a pas du tout le twist qui justement intervient 1 ou 2 numéros plus tard et qui donne toute sa saveur à la série. Et qui vraiment en fait la met sur les rails qu'elle prendra pour le reste de sa continuité. Là, quelque part, justement, je trouve que, et ça se voit en fait, Higgins se précipite. Je pense qu'après le numéro 5, il a dû se dire peut-être qu'il y a moyen de faire un truc qui soit beaucoup plus gros. Et la fin de cet album-là, justement, vraiment, il y a plein d'éléments d'un coup, genre, alors lui, il y a lui, et puis il y a lui. Et tu te dis, ouais, mais quelque part, moi, j'étais bien sur le côté un peu intime et tranquille, puisque ça prend son temps au début, hein. Ouais. Tranquille du début et tout. Là, ça va un peu comme Invincible, un peu, hein. Quelque part, tu vois, j'aurais presque préféré on coupe au numéro 5 et que limite, on laisse justement l'exponentiel dans un volume suivant. Ouais, mais dans ce cas, t'as pas l'accroche pour poursuivre la lecture. Bah, l'accroche, c'est une bonne série. Ouais. Enfin, je sais pas, moi ça me va, après je suis pas très compliqué comme mec. Puis c'est Kyle Higgins aussi, donc c'est quand même je sais pas s'il est vraiment une vedette en France en fait, Kyle Higgins. Bon, il doit avoir un petit peu ses fans, parce Nightwing, que il avait fait du Nightwing aussi, ouais. Ouais, bah, le après Nightwing, c'est compliqué en France. Nightwing, elle est fan parce que c'est des fans de Nightwing, c'est pas forcément parce que c'est Kyle Higgins, tu vois. Ouais, on est d'accord, ouais. Mais les gens qui ont lu les Power Rangers se rappellent de lui, et je pense que si vous aviez apprécié les quelques tomes faits par Glénat à l'époque, alors très clairement Radiant Black c'est le même délire. Et en plus il va ensuite dans le reste de la série et des séries qui sortent ensuite récupérer tout le temps ses anciens camarades de l'époque. Ouais, tout à fait. C'est tous les artistes qui ont travaillé avec lui, et Ryan Parrott, même Ryan Parrott qui sera là à un moment donné, vont venir s'ajouter au Massiveverse. Donc au début de franchise plutôt honnête, moi je trouve. Ouais, puis une construction d'univers en fait, parce que ça participe de la construction à laquelle on assiste en temps réel en fait, d'un nouvel univers partagé pour le coup. D'ailleurs, il y a eu un petit court-métrage qui a été fait par leur boîte qui le fait numéro 15. Ouais, qui fait un crossover en fait entre l'univers de Radiant Black et Cowl, qui était une autre série de Kyle Higgins chez Image à l'époque, et qui est vachement bien foutu pour le coup. J'ai passé sur Twitter, mais j'ai complètement oublié de le relayer. C'était un jour où on avait beaucoup trop de taf. Mais moi j'en avais fait un article. T'en avais fait un article? Ah, ouais. bah, j'ai même pas vu passer, tu vois. C'est pas, je l'avais vu sur Twitter, un mec qui avait la vidéo. Et effectivement, ouais, mais même ça, tu vois, enfin, ça sent l'animation, les designs, l'utilisation des pouvoirs et tout. Tu te dis que c'est un peu à la Spider-Verse, tu vois, justement, le côté bleu électrique, les lignes de fuite énergétiques, etc. Ça peut donner un film d'animation ou une série animée tout à fait sympathique. Je pense que c'est un peu le plan, d'ailleurs.
Bah, franchement, moi, vu la gueule du court-métrage, je m'en suis preneur en tout cas. Allez hop. Vu que ça faisait. Kyle, si tu nous entends, Arnaud est preneur. Voilà, tu peux y aller, c'est bon. Je suis preneur. Et quand tu attendais de savoir, mais tu sais. Et quand je prends. Donc, Radiant Black tome 1, c'est... le blaireau. Mais quoi? Rien. Tu vois vraiment des trucs sales partout. Je te connais pas assez, c'est pour ça. Bah oui, clairement. Je connais pas ton humour. Non, effectivement non plus. Donc Radiant Black tome 1, c'est disponible chez Delcourt pour la somme de 15,95 €. Et donc c'est du bon. On continue avec un album grand format sorti chez Panini Comics, une œuvre qu'on peut qualifier chez Marvel, qui est sortie donc chez Marvel en VO, qui est un petit peu dans les séries d'auteurs, tout simplement, puisque c'est hors continuité et c'est une seule et même personne qui s'en occupe tout du long. Ça s'appelle Amazing Fantasy. C'est fait par Carrie Andrews, donc génial, auteur de Renato Jones notamment, qui a fait du Iron Fist chez Marvel, qui a fait Heretic aussi chez Aiwa, un auteur versatile, surtout qui sait dessiner de plusieurs styles différents, avec la particularité que à chaque fois c'est beau, et donc ça c'est quand même cool, et donc qui fait un titre Amazing Fantasy pour se fêter en fait les 60 ans de Spider-Man, ou plutôt d'existence du titre Amazing Fantasy, dont Spider-Man est apparu dans le 15e numéro. C'est pour ça qu'en fait, c'est cette série-là qui vous permettra de comprendre Amazing Fantasy 1000. Qui arrive tout bientôt. Bah, du coup, non. Voilà. Bah, si. Parce que c'est le 990. Ouais, non, pas du tout. Non, ça marche pas du tout comme ça. Mais en fait, voilà, il a voulu reprendre juste le titre. Ils ont voulu faire un petit revival, mais ça a pas grand chose à voir avec ce qu'était la revue Amazing Fantasy d'époque, qui parce que le numéro 15, en plus de l'histoire de Spider-Man, il y avait 12 autres histoires avec du Ditko notamment, et je crois du Jack Kirby, où c'était des histoires un peu de SF avec un petit twist à la fin, une morale un peu bizarre, genre c'est un mec qui se retrouve enfermé dans un truc de momie, je sais pas quoi, c'est ce genre de choses là. Bien sûr, mais faut se rappeler qu'à l'époque, l'idée que Marvel devait faire même si Marvel devait faire que du super-héros n'était pas du tout ancré, il y avait encore beaucoup puis il y avait d'autres maisons d'édition en face qui faisaient de l'horreur, de la fantasy aussi un peu. Mais donc là, il reprend plus il met l'emphase sur le contexte fantasy, puisqu'on va en fait avoir donc le Spider-Man des années 60, la Black Widow à l'époque où elle était entraînée dans la Red Room, et donc le Captain America du Golden Age de la Seconde Guerre mondiale. Des champs de bataille. Des champs de bataille, qui vont se retrouver tous les trois mystérieusement téléportés sur une île, où là, des factions d'êtres plus ou moins humains en fait, ou plus ou moins des créatures de fantasy, justement, en fait. Fantasy à la Robert E. Howard. Ouais, c'est ça. Fantasy barbare, fantasy. De toute façon, la couverture avec le lion du numéro. T'as une cover qui est un hommage à Frazetta, où t'as incroyable cette cover. Il faut que je l'achète ou que je l'imprime, je sais pas. Où t'as justement une jeune Storm sur le cheval du cavalier noir de Frazetta avec le bouclier de Captain America. Elle est invraisemblablement belle. C'est une tuerie. Voilà. Simplement. Et donc, du coup, on n'a pas à dire pourquoi ils sont là, en fait. Bah non, parce que c'est la raison de leur présence fait partie du mystère. Ah oui. Mais ils vont tous les trois se retrouver sur cette île et vont devoir comprendre pourquoi ils en sont là. Et c'est aussi un titre qui va beaucoup parler des conflits, en fait, et de l'importance, en fait, que les héros peuvent avoir, en fait, quand ils décident de prendre part ou non, en fait, dans des conflits. Est-ce que essayer de calmer les choses, c'est pas la meilleure façon de faire, normalement, quand t'es un héros? Mais parfois, les copains. Et voilà, mais peut-être parfois qu'il faut se salir les mains aussi, parce que c'est un mal nécessaire, et donc ça va discuter de ça. Et bien entendu, tout vous sera expliqué aussi sur qu'est-ce que c'est donc cette mystérieuse contrée sauvage et exotique sur laquelle les trois héros se retrouvent. Chose à noter notamment, c'est que sur le premier numéro, Carrie Andrews en fait varie les styles pour chaque époque, en essayant un peu de coller un petit peu au style dans les différentes strates du monde réel, entre guillemets, par rapport à cette dimension barbaresque. C'est ça. Il fait un truc différent, et après, une fois sur place, il uniformise. Voilà. Mais déjà, juste l'approche sur le premier numéro, je la trouve. On en avait parlé à l'époque, je crois, en VO, on disait, putain, c'est trop fort, le mec est il pourrait faire une anthologie avec des histoires différentes, tout seul, juste en changeant de style à chaque fois. Mais alors, au final, par contre, Amazing Fantasy, est-ce que toi, tu as kiffé ou pas sur l'ensemble? Je crois que tu me disais, en dehors du podcast, tu me disais que ça ne donnait pas tout, ça ne tenait pas toutes ses promesses. Voilà, ça ne tenait pas toutes ses promesses. En fait, là, on a classé les œuvres sorties par ordre de préférence. Ah bon? C'est ce que je t'ai dit. En tout cas, pour l'instant, ça colle à mes préférences. Ok. Donc, effectivement, c'est assez illustrant. En fait, j'aime bien tout ce qui est sorti, tout ce qu'on traite cette semaine, et je vous dirais de tout acheter si vous avez les moyens. Surtout que là, en plus, je crois qu'il y a un grand format pour ce. Ouais, c'est une grande édition. Ils l'ont fait un peu à la Beta Rebuild aussi pour mettre en avant le travail c'est du même tonneau, c'est des artistes qui, on s'en parlait pareil du côté un peu Black Label de Marvel par rapport à ces sorties-là, que Panini a très bien compris. Et justement, il leur rend hommage avec des plus grands formats comme Pitch Momoko avec des Mendez et tout. Le travail de graphiste de Carrie Andrews, il est exceptionnel.
Il y a pas à chier, hein. C'est tel quel, c'est toujours l'un des meilleurs de l'industrie. Il est toujours trop rare et pas assez présent. Chaque BD qu'il fait, comme Daniel Warren Johnson, est toujours un bon moment de ravissement oculaire. Donc ça, il y a pas à douter. L'imaginaire qui est convoqué, moi, il me fait très plaisir, surtout que depuis quelques années, par le biais de mon travail, je suis de plus en plus obligé de m'intéresser à Conan le Barbare et à cette fantaisie que je trouve d'ailleurs manque vraiment, en fait, au cinéma, même aux jeux vidéo, quelque part. Cette fantaisie d'époque. God of War. Mais j'ai pas joué sur PS4, mais tu vois, c'est plus, j'identifie plus ça à la mode des Vikings, tu vois, à la limite. Et le God of War grec, je trouve, j'aime bien les jeux, hein, mais je veux dire, ça a pas grand chose à voir. À part que le mec est musclé à une hache écrit très fort, tu vois. Là, vraiment, tu as le peuple des femmes chats, par exemple, ou les grenouilles qui causent, ou l'espèce de Dark Vador de Flash Gordon, tu vois, parce qu'il y a aussi des petits bouts de science-fiction pulp aussi. Ces trucs que, voilà, qui manquent, à mon avis, qui avaient un peu essayé d'être ramenés par Ragnarok et la potentialité de film Starlight de Mark Millar, ou voilà, enfin, ces adaptations-là ou Flash Gordon, d'ailleurs, le film devait faire Taika Waititi. Et j'aime beaucoup cet imaginaire, moi il me parle vraiment. Quand je vois ces couvertures de romans de l'époque, je suis immédiatement transporté à l'intérieur. Et d'avoir des BD qui traitent ça au quotidien avec la qualité graphique de Carrie Andrews, comme on l'a déjà dit chez Dynamite, c'est souvent un peu plus bas. Ça me fait super plaisir, vraiment. Donc je me suis régalé de ce côté-là. En plus, il y a vraiment des figures pensives qu'il va utiliser, comme par exemple Captain America, c'est Conan le Barbare. C'est un Conan plus pacifiste, parce que c'est Captain America. Par contre, c'est vraiment le Captain America soldat de l'époque. Il est prêt à prendre les armes pour se défendre et péter les gueules. Il est vraiment dessiné comme Conan, avec la beubare et les cheveux longs et torse-poil avec un petit pagne, qui est son costume de Captain America. Il y a des postures assez incroyables. Et puis même, il y a le côté un peu séducteur de Conan, parce que Conan, c'est toujours aussi le personnage qui va serrer toutes les gonzesses qu'il croise, etc. Là, quand il arrive dans le village des femmes chats, qu'elles sont toutes là en mode genre, ouais, t'es bras, frère, c'est un truc de malade et tout. On dirait les fans de Love and Thunder par rapport à Teleportman. Bisous. Elle se reconnaîtra. Donc ouais, c'est plutôt rigolo. En plus, c'est une série qui n'interdit pas l'humour, hein. Il y a quand même des trucs assez marrants dedans. On voit Black Widow qui est vraiment traitée comme la reine ambitieuse, on va dire, ou la femme fatale, manipulatrice, un peu sorcière, un peu politicienne aussi, un peu l'intrigante, tu vois, qui est vraiment plutôt chouette aussi. On voit un peu de romance, un peu de ce côté un peu sulfureux, un peu désir, voilà, justement, c'est BD d'époque. Même Spider-Man qui tombe en kiff sur une comment dirais-je, une aborigène, enfin une nana de ces contrées locales. Voilà, moi ce qui me pose problème dans ces albums, c'est un truc de fan en fait, j'ai beaucoup de mal avec l'utilisation du personnage de je ne peux pas dire qui. Il y a une figure du passé de Spider-Man, de la vie quotidienne de Spider-Man qui est utilisée. La façon dont elle est utilisée, et je trouve ça bizarre de la part de Carrie Andrews, qui est un mec qui connaît bien Spider-Man, il l'a prouvé avec Erratic, je trouve ça out of character, alors que justement l'histoire est quelque part censée, même si c'est un délire d'auteur, être quelque part dans le canon Marvel. En tout cas, la conclusion qu'il nous a donnée nous explique que c'est pas un délire, que c'est effectivement, ça se place dans une réalité potentielle de l'univers Marvel. Bon, qui est incohérente avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici par rapport à ce que ça traite et par rapport à l'endroit où vont les gens à ce moment-là, etc. Mais on va dire que ça devrait être canon. Et ce qui est fait avec ce personnage-là, moi, ça me chagrine un peu parce que je pense qu'il a pas du tout compris le message, même si la fin de dernier numéro donne une réponse qui est beaucoup plus positive et lumineuse, etc. Mais du coup, ça m'a un peu gêné pendant la lecture. De la même façon, je trouve qu'on voit peut-être trop les créatures locales par rapport aux héros Marvel, et que finalement le métissage en fait se fait par l'absorption de design Marvel dans l'univers fantasy plutôt que dans la rencontre des deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça donne finalement un projet que j'aurais presque préféré être une création originale en fait, c'est-à-dire une création où des personnages qui sont du présent, peu importe lesquels, vont dans un monde de fantasy, quitte à ne pas être des super-héros, et vivent une aventure, voilà, comme on en a déjà vu plein, parce que c'est aussi un genre, ça, tu vois. King Kong, c'est quoi, sinon des contemporains de leur époque qui vont sur une île aux monstres, où justement il y a des tribus, où il y a des monstres géants, où il y a des bêtes, etc. C'est tout un pan de l'imaginaire même le monde perdu au départ de Conan Doyle, c'était ça. Voilà, moi ça m'aurait été, ou Jumanji, hein, voilà, où ça m'aurait été de ce point de vue-là. Là, je trouve que le choix des personnages est à la fois intéressant parce que justement ils peuvent coller à des archétypes. Spider-Man, c'est le jeune héros valeureux, c'est le voyage du héros, hein, littéralement, avec son mentor et tout. Captain America, c'est Conan le Barbare, et effectivement, alors je manquerais justement d'un exemple féminin. J'aurais pas envie de dire Red Sonja, même si elle est rousse, donc ça pourrait peut-être coller. Mais il y a quand même ce côté, voilà, effectivement, c'est l'intrigante politique, avec la dague, etc. pour Black Widow. Ça dit des choses de ces personnages-là aussi par rapport à leur origine éditoriale, par rapport à leur passé, par rapport à leurs idéaux, par rapport à leurs convictions. Et c'est pertinent à chaque fois. Donc c'est un exercice de style réussi, mais quand on est peut-être comme moi un peu plus attaché à la canonicité et à ce que peuvent faire certains personnages, tu vois, par exemple Captain America, c'est pareil. Je pense qu'il va désarçonner pas mal de gens.
Tu vois, c'est Captain America, ok, comme tu dis, il faut qu'il discute et compagnie, mais là, il est vraiment, enfin, c'est vraiment aussi un soldat, tu vois, c'est le côté, s'il faut y aller pour niquer, on nique, tu vois, et voilà. Oh, si, bah, quand même, la bataille avec les bestioles, là, bref. Donc voilà, donc c'est, pour moi, une bonne BD, une très bonne lecture, je suis content de l'avoir fait. Mais dans les promesses, justement, qu'on m'a vendues, y compris dans l'hommage, justement, à ces séries d'époque, je trouve qu'on se perd en voulant raccrocher ça, en fait, au canon Marvel. Ouais. Ou Marvel classique. C'est probablement un hommage aussi, justement, on pourrait se dire, c'est les super-héros qui ont supplanté l'imaginaire pulp, qui reviennent se frotter à l'imaginaire pulp, c'est qu'est-ce qui se passe quand les super-héros quittent leur réalité, bah ils vont dans cette réalité-là qui a un peu disparu et qui continue d'évoluer en parallèle, en fait, c'est ça qu'on te dit, en fait, c'est que cette dimension-là existe en parallèle, en fait, et qu'elle sera toujours présente. Mais je te dis, moi, quelque part, voilà, ça m'aurait pas dérangé, même Iron Fist, voilà, qui découvre une île dans le Pacifique, un peu comme le Savage Land, où il y a un monde de fantasy qui est stocké sur place, ça m'aurait paru quelque part plus pertinent. Par contre, ça n'enlève rien aux qualités de l'album, et ni aux qualités graphiques qui sont effectivement formidables. Quel voilà. beau monologue. C'est ma réponse. Non, mais c'est parfait. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Je pense que moi, j'étais peut-être moins choqué par l'utilisation de ce personnage. En effet, même si maintenant que tu m'en parles, en fait, effectivement, je pense qu'effectivement, il y aurait matière à... Je t'ai brain. À redire, ouais, tu m'as mindfucké, j'allais dire, mais bon, c'est pas... Comme souvent. Oh bah, ça, tu le fais tellement souvent, c'est vrai, quoi. Mais c'est un récit qui est beau déjà, enfin, après, aujourd'hui, en 2022, dire que Carrie Andrews c'est beau, ça me paraît d'être d'une banalité, en fait. C'est malheureusement même pas un argument de vente, parce ouais, que c'est ça. Jones c'était magnifique et personne l'a acheté, quoi. Mais parce que c'était, ouais, mais là, du coup, ça parlera peut-être plus parce que c'est des personnages qui sont plus connus, plus populaires et tout ça. Comme on l'a dit, c'est vrai qu'ils ont fait l'effort aussi, du coup, chez l'éditeur, chez Panini, de faire de nouveau une édition en grand format. Et bah, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que du coup, c'est 22€. Donc après Amazing Fantasy, c'était quoi? C'était 4-5 numéros en tout, c'était 5 numéros. 5 numéros, ouais. Mais le Ils sont un peu plus longs que les numéros normaux, je crois. Peut-être le premier, ouais. Mais le truc, c'est que même par rapport à ça, en fait, parce que par rapport à, on vous le dit souvent, que leur collection 100% Marvel, c'est le format standard d'album, où c'est pour 6 numéros, c'est 20 aussi. Donc en fait, tu te dis que là, pour 2€ de plus, t'as vraiment un album qui est très joli, qui est plus grand, qui avec, tu apprécies beaucoup plus juste la partie graphique. Bah, pour le coup, c'est un bon move, en fait. Je trouve que là, c'est l'occasion de soutenir, justement, le Marvel qui prend des bonnes décisions. Ouais, c'est ça, voilà, parce que c'est quand même justement, par rapport à beaucoup d'autres titres, sortis récemment, ça fait partie, justement, de ce que Marvel a fait de bien. Vraiment, c'est même de mieux. Franchement, parce que moi, je me suis éclaté tout du long. J'aimais le voyage. J'étais un peu circonspect quand même sur la conclusion et sur la révélation, on va dire, parce qu'il y a une révélation forcément, hein, par rapport à tout ça. On vous explique les choses, donc c'est bien, au moins ça peut-être pas dans le flou. Je trouve qu'au final, c'est assez explicite. Effectivement, par rapport au canon de Marvel, c'est des choses qui permettent de discuter, mais voilà, c'était un voyage qui était vraiment plaisant et qui montre que, comme bien souvent, entre DC et Marvel, il faut aller sélectionner les projets, regarder vraiment en fait qu'est-ce qui est fait avec un peu plus de passion, on va dire, ou sans forcément être trop poussé par les impératifs éditoriaux d'ensemble, en fait, qui parfois te dictent d'avoir des scénarios ou des récits qui peuvent pas forcément aller très loin non plus, en fait, dans ce qu'ils ont raconté. Donc parfois c'est faux, hein. Immortal Hulk de Ewing, c'est très bien. Le Thor de Donny Cates, il est très bien aussi. Daredevil, ouais, de Chip Zdarsky, c'est très très bien aussi. Donc voilà, il y a quand même certaines séries qui sont vraiment de très bonne facture, et ça permet de compenser, mais même par rapport à Spider-Man, d'avoir les Spider-Maneries de Marvel avec les Nick Spencer, les Zeb Wells et les John Romita Jr. qui sont beaucoup moins fameuses. Donc là, pour le coup, vraiment, ouais, c'était une très très belle découverte. Je trouve que l'édition française est à la hauteur de l'artiste pour le coup. Donc quand t'as vu Chester, tu lui as pas demandé s'il y avait d'autres Carrie Andrews'eries Alors quand j'ai vu Chester, par contre, il a dit Warren Johnson, oui. C'est ça, voilà. Mais Carrie Andrews. Non, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que quand il m'a dit que j'avais adoré le Beta Ray Bill, il m'a dit tu vas être content. Oh, me too, man. Donc ouais. Donc on verra. Allez, Corentin, donc donc on disait juste Amazing Fantasy 22€ chez Panini Comics, et on va retourner du côté de l'indé, duquel on ne ressortira plus aujourd'hui, je crois. Il y avait un petit peu de super-héros au début, et maintenant on est dans le full indé.
ambiance science-fiction, religion, dieu géant mort et gros changement d'époque, gros changement de statu quo pour le deuxième d'époque même, ouais, pour le second tome de We Only Find Them When They're Dead, nous ne les trouvons que lorsqu'ils sont morts, le titre de science-fiction d'Al Ewing et Simone Di Meo. Ils sont morts. Pourquoi ils traduisent pas le titre? Après, en plus, je sais que c'était Basile Petit et Cédric, des comics qui avaient discuté une fois sur Twitter en leur proposant avec Sullivan Rowe pour les différentes versions qu'ils avaient proposées. Il y avait quelques formulations qui étaient vraiment très très jolies. Ouais. Mais pour le coup, ils ont effectivement gardé la formulation anglaise pour cette série à succès sortie chez Boom Studios. Donc, un deuxième tome. Donc, on vous rappelle que dans le premier, c'était effectivement une forme de Moby Dick de l'espace où la baleine était en fait des cadavres de dieux géants qui flottent dans l'espace et qui sont utilisés par des compagnies en fait qui veulent récupérer tous leurs organes, tout ça, pour en faire des vivres, des matériaux pour de la construction et tout ça. Et on avait le capitaine Malik en fait qui lui était obsédé par cette question des dieux et se demandait justement pourquoi on ne les retrouvait que lorsqu'ils sont morts et décidait de partir à la recherche d'un dieu vivant. Ce faisant, il était pris en chasse par une ancienne équipière Richter. Qui en avait beaucoup contre lui puisque elle était familiaux. Voilà, il y a des grosses tragédies familiales derrière et on se finissait un peu sur un gros cliffhanger en fait par rapport justement au fait de trouver il y a un moment il voyait un dieu vivant et puis Captain Malik qui disparaissait et donc break, on change, deuxième acte en fait, le deuxième acte se lance et n'oubliez pas mais faites un peu abstraction de tout ce que vous avez lu jusque là puisque on change d'époque temporelle, on fait un bond temporel de 20 ans en fait, on n'est plus du tout avec les mêmes personnages et en fait on retrouve, alors c'est pas du spoiler parce qu'on retrouve du coup une forme de société religieuse en fait qui a bâti toute une colonie autour du cadavre d'un dieu géant qui a été retrouvé et ce cadavre là on dirait bien qu'il ressemble au capitaine Malik justement. Alors est-ce que c'est vraiment lui ou pas, est-ce qu'il est devenu un dieu, comment, pourquoi, on n'en sait rien et en fait on va suivre une émissaire qui est envoyée en fait par une organisation planétaire extérieure en fait qui veut essayer de voler en fait ce cadavre et donc parce que alors pour des dessins qui leur sont propres et donc on va suivre les différents groupes qui se forment autour de cette opération avec beaucoup de faux semblants, beaucoup de trahison de flashback mais en fait depuis le début j'étais lui. Ouais, c'est ça, voilà, très très politique comme intrigue aussi, enfin un peu très jeu de Game of Thrones. Ouais, parce que tu dis une organisation planétaire en fait c'est l'équivalent de la Terre quoi, grosso modo c'est la civilisation humaine. Après ça il leur donne un nom assez différent dans les planètes internes, je crois que c'est Innerworld en VO. Ouais, c'est les planètes internes. Ouais. Donc effectivement, c'est intéressant parce que dans le premier volume, on n'avait pas du tout cette question en fait de dieux, c'est les dieux en question, les géants à la Galactus, c'était juste du bétail en fait, même des cadavres échoués sur lesquels on pouvait forer, on pouvait récupérer la viande, on pouvait récupérer les os, on pouvait récupérer le cerveau, le cœur, etc. Et on pouvait transformer tout ça en viande, en drogue, en matériaux pour la plomberie, j'en sais rien, etc. Donc c'était un peu la ressource principale d'une espèce humaine dépourvue en fait de ressources naturelles. On peut considérer qu'il y a une sorte de propos un peu, comment dirais-je, pessimiste sur l'avenir humain. Donc voilà, Malik effectivement traverse le Grand Noir et revient effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Un dieu arrive avec les vêtements d'un dieu mais la tête de Malik. Et là, on t'explique que déjà le fait que Malik ait vu un dieu vivant avant qu'il ne meure, ça a réveillé des pulsions un peu religieuses chez ces gens qui mangeaient des cadavres, qui vivaient sur le dos des cadavres de divinités. Et lorsque Malik est revenu, c'était la preuve que ce n'était pas du flan en fait, que c'était pas juste une race d'aliens qui apparaissait du néant sous la forme de cadavres, que c'était vraiment en fait une sorte de transcendance. Et que donc ce monde deux factions religieuses, on va dire. Ouais. Une qui considère qu'il faut vénérer les dieux du Panthéon un petit peu olympien, inaccessible, que Malik est allé chercher, et que dont Malik ne serait qu'une sorte de messie ou de prophète, mort, et une autre qui considère que Malik lui-même, en fait, sa quête de vérité, sa quête de grandeur, de réponse, en fait, est en fait devenu lui-même un dieu à la Jésus-Christ. Donc là, ça fait une sorte de sainte trinité, si on rajoute une autre donnée qu'on peut pas évoquer. Mais il y a effectivement ces points de vue-là qui sont donc très bien débattus, qui sont assez intéressants. On voit que la foi joue un rôle très important, un peu comme dans une autre BD d'Icomics d'ailleurs, Invisible Kingdom, où la foi va guider les décisions des personnages. Donc c'est pas juste un élément de scénario, c'est vraiment un truc qui implique des prises de décision. Et que c'est pas le même type de foi à chaque fois. Non, bien sûr. Sans jeu de mots.
Alors après, pour parler de l'album lui-même, donc on va suivre effectivement une colonie rebelle qui s'est émancipée de l'impérium, on va dire, galactique, avec des rixes de pouvoir, avec qui dirige la colonie, avec qui va prendre le contrôle, avec des scènes d'action, avec beaucoup de trahison effectivement. Moi, la mécanique de retour en arrière pour te dire, en fait, depuis le début, j'étais machin, à un moment donné, ça a un peu commencé à me fatiguer d'un homme, parce que t'as vraiment l'impression qu'à chaque numéro, c'était une sorte de révélation sur le passé de chaque personnage. Ouais, et puis il y a un problème avec ça aussi, c'est qu'il faut du coup être vraiment très très attentif au récitatif qui te dit dans quelle année ça passe. Mais vu que c'est des années en plus futuristes, machin, c'est vraiment, nous étions en 2345, puis en 2404. Attention, là on est en 2415, donc c'est après et je crois que t'as 6 plages temporelles qui sont montrées. Donc ça, faut être bien attentif quand même pour être sûr de pas louper quelque chose. Oui, complètement. Et puis même par rapport à l'évolution et aux convictions des personnages. Par exemple, l'héroïne, entre guillemets, de cet album-là, c'est facile de se paumer dans ce qu'elle incarne au début, parce qu'on ne pas, on te la montre comme une aristocrate, c'est les 1% du complexe politico-financier du futur. Hein. Puis ensuite, non, c'est plutôt une sorte de militaire, et c'est plutôt un truc qui représente un petit peu les services d'intelligence, et puis après, en fait, c'est aussi un truc un peu religieux. Et en fait, après, on t'explique un peu le plan, tout. Donc, au final, tout ça forme une sorte de maillage, plus que le premier volume, je trouve, qui était plus dans l'aventure, en fait, dans la course-poursuite. Ah, mais ça change complètement quand même, je trouve, l'ambiance. Là, ça devient plus une série, oui, comme tu dis, politique, d'espionnage, dans justement un monde qui paraît très abandonné, parce que t'as vraiment l'impression que la vie et la mort ont très peu de poids, en fait, dans ce futur-là. Et pareil, au niveau des valeurs morales que ça t'envoie, parce qu'au début, moi, on me dit, ce personnage-là, effectivement, vient voler le corps de Malik. Elle te montre un côté un petit peu Carla Bruni, on va dire, du système, quoi. Et en même temps, du coup, donc t'as envie de prendre parti contre elle. T'as envie de te dire, bah c'est la bourgeoisie capitaliste, politique ou machin qui va arracher à une colonie qui a besoin de ces ressources-là son principal gagne-pain. Surtout qu'en fait, non, justement, parce que cette colonie vénère le dur, donc elle le prélève pas. Oui, mais enfin, tu vois, son gagne-pain, c'est le tourisme religieux et tout, voilà. Parce qu'ils ont bâti une église autour et ils t'emmènent faire ils te font la visite de c'est ça, donc c'est un peu le lourd local, quoi. Et après, tu te dis, effectivement, mais quand tu reviens en arrière et que tu considères que les gens à qui elle va se frotter, en fait, c'est des fanatiques religieux. C'est vraiment des fanatiques religieux qui ont mis en place une société entière basée sur la foi, où le fait de ne pas croire est interdit, etc. En fait, tu changes de point de vue par rapport à la morale, et c'est un peu une sorte de labyrinthe, justement, de où est le bien, en fait, dans cet univers. En fait, la réponse est nulle part. Il y a pas de bien. Malik avait un idéal, et depuis qu'il est mort, justement, c'est ce que dit un des personnages, c'est que Malik est la réponse à tout, en fait. Sur son absence, c'est l'absence de réponse de son voyage, en fait, crée une sorte de vide dans cet univers où, en fait, les humains vont se tirer dessus devant le manque de sens et de vraie religion actée, entre guillemets, parce que c'est pas une religion se base sur de la croyance, et on peut mettre des symboles sur des objets du quotidien. En attendant, il y a un mec qui a traversé un passage dimensionnel et qui est revenu en mode géant. Donc ça, c'est un truc concret, scientifique, observable, et sur lequel on n'a pas la réponse. Enfin, qu'on n'arrive pas quand même à rationaliser non plus, pour l'instant. Oui, tu vois, c'est ça, voilà. C'est que c'est pour ça qu'il y a la religion qui se met en place. De toute façon, c'est un peu comme, tu sais, à la fin de Willy, où on voit les espèces de salopards d'adultes qui butent les gamins pour pas qu'ils se barrent dans le truc, tu vois. T'as le côté, en fait, dénué d'espoir, les loups se mangent entre eux, quoi, on va dire. Ouais. Donc c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment adoré cet album. L'esthétique aussi, quand même, faut qu'on en parle, de Simone Di Meo, donc qui dessine que en numérique avec des effets de couleurs et de textures qui sont toujours aussi fascinants. Le premier volume, je trouvais peut-être des difficultés à être compris dans les positionnements de vaisseaux, par exemple, parce que il y a tellement de fulgurance dans les éclairages et dans les trajectoires que souvent tu pouvais trouver même que ça faisait un peu objet 3D, tu vois, dans une BD imprimée sur papier. Là, vu que c'est quand même beaucoup plus terre à terre, c'est plus compréhensible, je trouve. J'ai un petit reproche quand même, c'est que toutes ces meufs, on dirait qu'elles ont toujours un mode duckface comme ça. Ouais. Et ça peut être un peu saoulant. Sur les bouches, non, mais t'as quand même quelques problèmes de lisibilité, je trouve, par moment. Et notamment sur l'utilisation des couleurs qui sont au final dans des tonalités assez unies et qui, moi, m'ont gêné parfois à vraiment bien pouvoir, non, mais même à bien pouvoir distinguer, en fait, les personnages par rapport au reste du décor et tout ça. Et je trouvais que parfois c'était pas très lisible, quoi. Mais tu l'as lu en papier? Ouais. Ouais, moi, en numérique, ça rend mieux parce que l'écran rétroéclairé aussi, je pense. Je pense qu'il dessine sur tablette, en fait, et que du coup, il dessine sur du rétroéclairage. Ou qui colorise sur du rétroéclairage, en tout cas. Peut-être que ça change, effectivement, ouais. Voilà. Bah, vous pouvez trouver peut-être des pages de preview sur Google ou quoi pour vous donner une idée de comment ça rend sur un écran comparé à votre bouquin. Voilà. Bref, de toute façon, après ça, c'est des problèmes de support. Mais non, moi, graphiquement, j'ai trouvé ça top. C'est toujours aussi riche, c'est toujours aussi généreux, c'est toujours... C'est vraiment très rafraîchissant, par contre, d'avoir ce changement total d'ambiance, de registre, et en fait, et de quand même réussir à continuer de développer cet univers qui reste encore avec énormément de questions en suspens, parce que
j'ai envie de dire difficile de voir où le troisième tome va vraiment nous emmener partant de ce principe-là, mais c'est vraiment chouette d'avoir en fait une structure d'actes, en fait, une grande pièce de théâtre, et de se dire vraiment que les actes sont très différents les uns des autres, et on imagine, moi c'est vrai que moi je la suis pas en VO parce que maintenant j'attends juste que iComics fasse le boulot, quoi, mais de me dire vraiment quel sera le grand final après, tu vois. Bah moi je la suis en VO, justement, j'aime bien ce côté feuilletonnant, c'est pour ça que j'ai pu peut-être plus me perdre que toi dans les trahisons, les machins, les bidules, parce que de mois en mois t'as vraiment le côté qui c'est un peu retraite. Et juste pour finir sur l'esthétique, il y a aussi un vrai retour au cyberpunk, en fait, qui est plutôt cool, parce que justement le cyberpunk se paume un peu aujourd'hui. De fait, on vit dans un monde cyberpunk puisque la technologie est devenue un facteur d'inquiétude sociale, et on est sur la fin du monde, les inégalités, tout ça. Enfin bref, tous les codes du cyberpunk sont appliqués dans la réalité. Et du coup, c'est un registre qui a un peu déserté la fiction, enfin la bonne fiction en tout cas, parce qu'il y a encore des œuvres à la con qui sortent sur Netflix ou quoi. Et là, on revient sur un cyberpunk qui est très intéressant. Il est influencé par le manga notamment. Il y a un côté justement vraiment punk avec des piercings, par exemple, partout. Toutes les meufs ont des piercings. Il y a une science du bijou, une science de la décoration du visage, tu vois, même l'espèce d'empereur là. J'ai un mec qui, alors je sais pas si c'est une sorte de sous-entendu, mais tu sais qu'il y a des espèces de tresses comme ça qui font un peu comme j'ai oublié le nom que ça porte, mais les tresses rituelles des rabbins de la religion juive. Je sais pas s'il faut y voir un symbole quelconque, mais tu vois, par exemple, même ça, justement, le fait de mettre ce détail-là sur un personnage, ou même juste des coupes de cheveux, voilà, encore une fois, la capillarité qui va peut-être distinguer un personnage d'un autre, parce que bon, quand même, les personnages féminins se ressemblent beaucoup. Et ils s'en sortent par des petits détails comme ça, par les vêtements qu'ils portent, les armes qu'ils utilisent aussi, et c'est finalement assez joli, assez joliment fait pour un mec qui quand même dessine effectivement les personnages, les visages surtout de la même façon. Donc graphiquement, pour moi, c'est une branlée. Ça va vraiment pas déranger. Enfin, j'ai pas eu le problème justement de lisibilité, moi. Okay. Et j'ai trouvé que c'était différent effectivement du premier tome, comme tu dis, du coup je peux pas te spoiler ce qui se passe dans le troisième, parce que là il y a qu'un numéro qui est sorti, mais c'est encore très 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 différent. D'accord, il y a qu'un seul numéro. Je vais peut-être aller. Ça n'a vraiment rien à voir. Là on part sur un tout autre sujet que les trahisons, etc., ou même que l'exploration de l'espace. Non, mais c'est cool parce que ça casse. C'est plus, mais c'est même pas le début de la réponse en fait. C'est plus en fait jusqu'où l'humain peut aller pour espérer avoir une réponse en fait. Et du coup c'est plutôt sympa. Très bien. Bah écoute, tu m'as chauffé là. Tu m'as grave chauffé. Et donc c'est sorti chez iComics, c'est disponible pour la somme de 18,90 €. Et c'est le moment où je vous rappelle que dans les descriptions de nos podcasts Back Issues, nous mettons pour chaque titre un lien de redirection pour aller le commander si vous le voulez chez nos amis de Comics Zone, pardon. De quoi soutenir à la fois le podcast et une sympathique librairie indépendante. Si jamais vous avez pas de librairie par chez vous et que ça vous fait pas peur de commander en ligne, leur service il est impeccable et nous ça nous aide un petit peu. Puis voilà, comme ça vous pouvez aussi lire des bonnes BD. Voilà. Ensuite, on passe du côté de l'indé toujours, mais on est chez Urban Comics avec le Scumbag tome 1, une série de Rick Remender avec du Lewis LaRosa, du Eric Powell et quelques autres artistes, du Roland Bocci aussi et du Wes Craig. Donc au dessin, donc chaque numéro est dessiné par un artiste différent sur le premier arc de cette série. On en avait parlé lors de la sortie du premier numéro en VO. Donc ça nous parle de Ernie qui est littéralement une ordure, enfin voilà, un clochard alcoolique, obsédé par le cul, qui pense qu'à se droguer, niquer et faire la teuf, grosso modo, et qui en fait va assister à un combat entre le représentant d'une organisation qui est là un peu, on va dire, pour sauver la Terre, justement des plans d'une autre multinationale complètement folle qui veut asservir le monde. Scorpionus, voilà. Et en fait qui va justement en fait pendant le combat en fait le mec de l'agence en fait veut s'injecter la Maxima Formula, qui est quelque chose qui te donne des super pouvoirs. Au cours du combat, il perd sa seringue. Ernie la récupère et s'injecte la drogue, pendant que l'autre il s'injecte juste de la cocaïne du coup et il meurt comme une merde. Et du coup il va se retrouver à être le seul à avoir les capacités de sauver le monde, en l'occurrence dans le premier numéro d'une bombe qui menace d'exploser dans les 10 minutes, sauf que ça c'est complètement con. Et quand l'organisation réussit à le contacter, il dit ok, moi je veux bien sauver le monde, mais je veux une valise de drogue, je veux une voiture, je veux que Judas Priest joue chez moi toutes les semaines, et chaque coup dynamite. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand le monde ne peut être sauvé que par le dernier des abrutis?
Et ben c'est ce qui se passe avec The Scumbag. Donc Rick Remender à l'écriture, on l'a dit, c'est pas son titre le plus intelligent, c'est pas je sais pas c'est du défouloir. Il fait un peu, c'est l'intelligence. Il fait un peu du Garcenis. Il livre un peu il fait un commentaire un peu au vitriol aussi de la masculinité de la masculinité. Ouais, c'est ça. Mais il y a des trucs, il y a des pages, vraiment, je pense qu'il met des doigts d'honneur à plein de gens, quoi. C'est ça, c'est trash, hein, c'est rentre dedans, ça tape à balles réelles sur, bah voilà, tous ces gens qui font, les fragiles, les gna les IW, ah là là, la cancel culture, tout ça, vraiment, c'est clairement, je pense qu'il a regardé. La Snyder Cut. Non, mais clairement, il a passé quelques journées sur des forums masculins et il a regardé les débats des conservateurs. Non, mais c'est pire que ça, hein. Lui, il est ouvertement politisé sur Twitter. Il a dit, si vous votez Trump, ne lisez pas mes comics. C'est vrai. Et il s'est fait harceler il s'est engueulé, parce qu'il répond, lui, en fait. Il s'est engueulé avec des faves pendant des années, Rick Remender. C'est un mec qui est assez en colère, en général, dans la vie. Voilà. Donc, il prend sa revanche en bande dessinée, on va dire, là-dessus. Et en même temps, c'est très con, c'est très graveleux. Il y a du cul, il y a de la violence, il y a des drogues, il y a du sang. Il y a du cul, c'est pas non plus. T'as quand même tout un numéro, c'est une énorme scène d'orgie, donc. Oui, mais c'est gentil. Enfin, c'est. Non, mais c'est pas porno. Si vous avez lu Garcianis. Oui, non, mais c'est pas porno, mais voilà, c'est. C'est quand même ça. Il y a plus de cul que dans les 3/4 des comics Image quand même, donc. C'est vrai. Il faut dire les termes. Sex Criminals aussi. Oui, non mais voilà, c'est gentil. Je vais te contredire. C'est vrai. Donc, mais c'est bien alors du coup, c'est plutôt, enfin c'est fun, c'est fun, ça c'est sûr. Oui. Mais est-ce que c'est bien? Oui. Oui aussi. Voilà. Okay. Allez, suivant. Donc, non mais la comparaison avec Garcenis effectivement est très bien trouvée. Il en parlait en disant justement que dans ses BD, enfin déjà, ça c'est un truc qu'on peut dire en général, même pas que lui. Dans ses BD en fait, c'est souvent des personnages qui s'en veulent d'être des enfoirés. Enfin, d'avoir des failles, tu vois, c'est le héros de Black Science, c'est ça, en fait, le héros de Class aussi. C'est des personnages qui sont profondément fêlés, au sens, ils ont des fêlures. Voilà, ils ont des fêlures, mais c'est des hommes. Et qu'ils en veulent, parce qu'ils sont dans des mondes qui, en fait, justement, appelleraient à des héros plus lumineux. Là, ça commence comme étant l'inverse de ça. C'est un héros, c'est un enfoiré, mais il kiffe. Il est content, en fait, de lui. Il s'est dit, bon, écoute, c'est pas de raison que, pourquoi je me ferais chier, en fait, puisque j'ai toujours vécu comme ça. Donc, il expliquait aussi que ce serait un peu son Walter White ou son Tony Soprano, c'est-à-dire une ordure, en fait, avec laquelle les gens finiraient par s'acoquiner. Moi, j'ai encore un peu de mal. Mais on voit qu'il y a une évolution déjà sur 5 numéros par rapport à son caractère. Donc, on sent vers où ça veut aller. Scorpionus, effectivement, moi, j'étais très content. Et là, pour le coup, on retrouve justement l'outrecuidance d'un mec comme Garcenis qui se dit, mais moi, me fâcher avec mon lectorat, ça me dérange pas du tout, en fait. Et quand il y a des connards dans la vraie vie, on peut les nommer sans risquer de se faire censurer par un éditeur qui voudrait pas, justement, prendre position sur des sujets. T'as une baston entre l'espèce de ultra-nazi et la nana qui accompagne le scumbag au début. Vraiment, où il lui dit, t'es qu'une conne de Marissou, t'es tellement cliché, t'es pas badass, etc. Tu vois, vraiment des trucs que t'as vu, toi, que t'as lu sur les réseaux et qui sont, en fait, des critiques formellement établies par des vrais êtres humains de la vraie vie véritable. Donc moi, ça me va. Pareil, le speech de Lord Scorpionus, entre guillemets, j'étais tellement content, j'étais en mode genre, mais ça, s'il y a un mec qui m'emmerde sur les réseaux, je vais prendre la capture d'écran, je vais lui envoyer pour montrer que c'est déjà un vilain de BD, en fait, dans le quotidien. Ah, ouais, c'est bien, c'est vrai que ça tire très bien, quoi. La richesse graphique du fait de varier d'artiste en artiste, qui a évidemment l'inconvénient d'avoir que chacun aura sa préférence. Mais après, moi, j'admets quand même que Roland Boschi et Wes Craig, pour moi, emportent vraiment la qualité graphique supérieure, même par rapport à la Rossa. Tu voulais parler peut-être de... Mais je trouvais que malgré tout, en fait, vu que je crois que c'est quand même la même, enfin, je trouve qu'il y a eu moi, je trouve que c'est assez uniforme au final. Je sais pas, c'est parce qu'il a bien choisi les artistes au final pour que ce soit pas trop différents les uns des autres. Et j'avais un peu peur avec l'approche quand même ultra photoréaliste de Lewis LaRosa au départ. Mais ouais, je sais pas si c'est le travail des couleurs. Je me rappelle pas si c'est le même coloriste ou si juste qu'ils se sont accordés leur palette quand même. Mais je trouvais qu'au final, c'était assez uniformisé, harmonisé plutôt même. Bah écoute, je suis assez d'accord. Sauf pour Wes Craig, par contre, qui dénote vraiment par son découpage. Notamment. Même pour Powell, moi je trouve que ça fait beaucoup plus toon d'un coup par rapport aux deux précédents. Enfin, au précédent. Deux précédents. Ouais, il fait le 3. C'est qui le deuxième? Je sais plus, je peux te retrouver ça. C'est La Rossa ensuite. T'as le bouquin juste derrière toi. Donc... Entre les deux premiers, ça va, je trouve. Après, à mon avis, Powell fait vraiment plus cartoony. Donc voilà, bon, pour terminer, alors l'édition d'Urban, je trouvais un peu trop petite justement par rapport à la qualité de ces artistes. On étouffe en fait dans ce petit format. Voilà, c'est pas, pas pour désigner un meilleur élève ou quoi, mais justement quand on a on vient de parler juste avant, Amazing Fantasy par Kerry Andrews en grand format, et tu dis bah voilà, c'est quand t'as un bon artiste, tu fais kiffer. Là t'as 5 bons artistes, enfin 4 et demi.
Je n'aime pas Powell, moi, là-dessus. Je trouve qu'il est pas à sa place. Il colle pas, bref. Mais voilà, Wes Craig, justement, t'as envie de le voir en grand, t'as envie de le voir. En plus, il commence à faire des rééditions de Deadly Class en format urban. Et même Black Science aussi, je crois, d'ailleurs. Donc, ils comprennent justement l'intérêt de faire du très grand tout de suite. Pourquoi passer par un petit format d'entrée de jeu? Bon, ça fait un album après réduit, hein, il est à 10 balles. Ouais, alors attention, parce que c'est que les 3 premiers mois, donc à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est jusqu'au 13 août qui sera à 10 €. Bon, il faut donc, vous avez encore un peu moins d'1 mois pour vous procurer ce prix de lancement. Mais donc je comprends du coup la démarche qui fait qu'effectivement tu payes moins cher pour vu la taille du truc et que du coup tu peux le vendre moins cher pour faire découvrir ça à des gens, c'est très bien. Mais si je devais le posséder moi physiquement, j'attendrais la réédition urbaine ou la réédition en intégrale en plus grande taille. Je suis pas sûr que ce soit le but de Urban, ce soit de rééditer des séries courtes comme ça. Bah Rick Remender, ils ont fait Tokyo Ghost, ils l'ont pas fait en plus grand format. Ah bah non. Ah bon? Bah non. Oh, quelle tristesse. Ils avaient fait des éditions spéciales à l'époque qui étaient agrandies et noir et blanc parce que Sean Murphy notamment, mais pas parce que voilà, Sean Murphy vient faire un numéro de The Scum. Pareil, pour Seven to Eternity aussi, ils avaient fait des éditions limitées, plus grand format aussi. Mais voilà, mais c'est parce qu'il y avait Jérôme Opeña. Donc là, vu que c'est pas un artiste à chaque fois et tout ça, ils se sont dit parce que voilà. Bon, en tout cas, on verra, mais tel quel, ça reste en tout cas une très bonne lecture. Tel quel, ça c'est longtemps. Oui, et ben il est très à propos. Et je t'emmerde. Oui, tu peux ta gueule en fait. Oui, bah, et donc voilà, du coup tu m'as coupé, donc maintenant je dis un du coup et un tel quel. Du coup tel quel, c'est très très bien. C'est très rigolo. Au début ça pousse un peu, moi de regardez, il est marrant en fait. Au départ il est pas très marrant. Non, il est un peu pitoyable. Voilà, c'est avec l'évolution de la série que ça devient marrant. Les interactions trouvent plus de liberté, plus de cool, plus d'échanges. Et puis c'est aussi un truc libérateur pour lui en fait je pense. Tu vois, de se dire écoute, pour le fois je vais pas essayer de vous écrire un héros qui me représente moi. Je vais écrire un personnage que même moi je déteste. Comme ça, je peux m'amuser, mettre des dialogues vraiment dégueux et tout. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de liberté qui émane de ce projet. Et encore une fois, quand t'as des artistes pareils, tu profites. Ouais. Voilà. Très quelques bien. petites questions par rapport au consentement, 1%, un peu de tout comme ça. Donc tout ce qu'on aime. Ouais, ce truc avec la poupée là, Ouais. trop marrant. Non, c'est génial. Ouais. Allez, Corentin, on va terminer déjà ce podcast. On avait 5 BD à chroniquer, mais les Back Issues reviennent très prochainement. On a fait toute une liste là d'albums qui sont sortis ces 2 derniers mois et dont on vous parle. Donc, on essaie de faire au mieux et au plus vite. Et en attendant, on va se terminer avec la masterpiece de ce podcast, Saison 200 de Cy Spurrier et Mathias Bergara. Vous le savez, à First Print, on a aimé cet album. On a fait un podcast pour parler du projet éditorial avec Olivier Jalabert. On a fait un podcast avec Cy Spurrier et Mathias Bergara pour aborder tout le côté créatif, donc tout l'aspect création. Et puis il fallait quand même qu'on vous dise, et même si on vous en a déjà dit du bien dans les front pages, il fallait quand même qu'on vous fasse le moment où dans le Back Issues on vous dit c'était de la frappe, même si voilà, vous le savez a priori déjà qu'on a kiffé cette BD vu l'attention qu'on lui a accordée. Donc Corentin, par contre c'est vrai que moi j'en ai beaucoup parlé, toi un petit peu moins. Et du coup, Corentin, est-ce que on est d'accord que BD de l'année? L'année pas finie encore. Oui, mais quand même déjà. Hein. BD de l'année. Ça fait partie des BD de l'année. Oui, ça fait partie des BD de l'année quand même. C'est partie des BD de l'année. Dis-le encore. Mais non, mais ça sert à rien de dire ça de toute façon. Mais si, des superlatifs, c'est toujours bien. D'accord, ok. Après, pour mettre. Non, mais après, pas un verbatim. Comme après, ça. Dupuis pourra mettre un macaron First Print BD de l'année. Bah, alors si Dupuis fait ça, mon gars, Dupuis, envoyez de l'argent plutôt. On a une page Tipeee. Donc, que dire? C'est compliqué d'en parler déjà parce qu'on n'a pas le droit de spoiler. Que même le titre, du coup, Saison 200 n'aura pas de sens si on peut pas comprendre la fin du volume. Et je pense pas en parler aussi bien que les auteurs de toute façon. Donc, je vais juste te dire ce que j'en pense moi. Je t'ai pas demandé de me dire ce que pensent d'autres personnes. Non, mais je peux pas faire une analyse beaucoup plus poussée des sens ou des sous-textes puisque, encore une fois, tu les as déjà eus. Oui, surtout que Cy Spurrier explique bien tout propos voilà. à la fin du podcast en question. Donc, je trouve ça effectivement bien. Très bien, super bien, génialement bien. J'aime beaucoup les hommages, enfin, le style graphique qu'utilise Bergara qui me fait beaucoup plus penser à du franco-belge qu'à du comics traditionnel, notamment. Il y a un peu de Mobius par moment. Ouais, il y a littéralement du Mobius. Hein. Il y a du Hannibal 5 même. Il y a effectivement un hommage qui est assez appuyé au BD de Metal Hurlant. Même dans les designs, dans les costumes, dans les fusils et tout, c'est voilà. À la fantasy également, peut-être un peu à Berserk d'ailleurs, par rapport à l'armure du géant, enfin du golem même on peut dire. C'est traversé d'influences très très riches. De quoi ça parle quand même? Ah, de quoi si ça jamais, parle? si C'est jamais, une histoire silencieuse dans laquelle un golem accompagne une jeune fille qui grandit au fur et à mesure de l'album, qui la déflagration de son sang sur une structure naturelle comme un arbre, du bois ou de la terre génère une croissance très rapide des plantes.
Voilà, on va dire ça pour être très schématique. Au cours de leur voyage en commun à travers une terre à moitié désolée et à moitié naturelle, ils vont croiser une sorte d'empire dirigé par une sorte de César qui manifestement veut enlever la gosse et le golem l'en empêche. Suit après une différente péripéties où on traverse des villages, des civilisations, des scènes d'action, scènes d'intimité, scènes d'amour, une conclusion qui renverse la perspective qu'on pouvait avoir sur cet album. Voilà. Donc c'est très très beau, c'est effectivement traversé par des influences qui font à la fois manga, à la fois jeux vidéo, à la fois concept art, à la fois franco-belge, plein de choses que je trouve absolument géniales. Il s'en sort très bien pour restituer sans dialogue, quoi qu'il y ait des dialogues dans un langage fictif, les sensibilités, les tonalités, les intentions de chaque scène. À 2-3 exemples près, je trouve, où on peut se paumer un peu. Ouais. Parce que évidemment c'est un exercice qui est très périlleux, hein, de faire une BD qui a ce narratif-là, sans dialogue, mais évidemment c'est l'absence de dialogue qui rend toute la poésie de la chose. Pareil, un mot, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le mot poétique. Dès que c'est silencieux, on dit que c'est poétique, machin, etc. En l'occurrence, c'est poétique parce que ça a un sens poétique. Mais c'est épique aussi. Hein. Voilà, ça dit un truc justement par rapport à l'humanité, à la nature, à la dictature aussi éventuellement. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut dedans justement. C'est cette boîte vide qu'on remplit nous-mêmes avec les dialogues qu'on pourrait imaginer, les situations qu'on pourrait imaginer, parce qu'elles sont toujours très peu claires. Et donc effectivement, voilà, c'est une des BD de l'année parce que c'est suffisamment poreux à l'imaginaire et à l'interprétation personnelle, au sens personnel qu'on peut y trouver. De même par rapport, je sais pas, la relation qu'on peut avoir à ses parents, la relation qu'on peut avoir au temps, la relation qu'on peut avoir à l'idée justement de la nature, voilà, qui font que c'est assez génial. Et c'est, encore une fois, en tout cas, l'une des plus belles BD de l'année. C'est un roman graphique exceptionnel. Je suis très content d'ailleurs qu'il soit arrivé très aussi vite chez Dupuis. Et bravo à Jalabert d'avoir réussi ce tour de force. Ça nous rappelle aussi la valeur justement des BD muettes, c'est qu'en fait tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être expliqué. Il y a des trucs qui sont plus forts comme ça, tu vois. Moi, je suis pas le plus grand fan de la Terre, des jeux de Fumito Ueda. Mais je sais que c'est des jeux. Ah oui, il y a un côté un peu ico là-dedans. Je sais que c'est des jeux qui m'ont marqué quand j'y ai joué parce que justement, j'avais l'impression d'avoir jamais joué à ça avant, mais même pour Shadow of the Colossus et pour The Last Guardian. C'était cette expérience qui ne cherchait pas en fait à t'expliquer quelque chose, mais à te la faire vivre, et justement la relation entre Yorda et le héros de Ico, qui a inspiré des tonnes de clones ensuite en jeu vidéo. Là, je la ressens très très bien, tu vois. Justement, c'est pas le géant de fer, tu vois. C'est une relation qui est bavarde, qui est même très claire dans ce qu'elle te dit. Là, on a vraiment cette espèce de promenade qui passe par une interaction sur laquelle on n'a pas forcément besoin en fait de préciser des choses. Et tel quel, ça a rendu coup effectivement cette promenade poétique au sens propre du terme. Pareil, voilà, on peut aussi mettre des sens par rapport à l'actualité, par rapport à l'écologie, à la relation de l'homme à la planète et tout. Mais ça, c'est mon interprétation parce que chez moi, c'est ma grille de lecture. Bon, maintenant, il faudrait que Barguera ait 40 Eisner Awards et coloristes, encreurs, dessinateurs qui viennent en France faire des BD originales avec Mathieu Bablet, et voilà, on se mettrait plutôt pas mal. Mais Shakespeare, effectivement, quand même grand scénariste, et c'est un vrai, pour le coup. C'est parce que c'est Mateus Lopez qui fait les couleurs, par contre. C'est okay, pas pardon. Mais c'est un vrai tour de force, justement, d'avoir à ce point confiance dans son dessinateur, au point de lui confier, entre guillemets, les clés de la maison, sans mettre une case de narration, sans mettre d'autres éléments explicatifs. Ça fait penser un peu à Moundir aussi, par rapport à la fin, justement, où tu pourrais demander plus d'explications, et où quelque part, en fait, quand tu le relis, après, ça te paraît tout à fait clair et tout à fait autosuffisant. Et encore une fois, suffisamment poreux à l'interprétation pour tenir debout tel quel. Donc, voilà, moi, j'en suis très content. Encore un tel quel, hein, décidément, c'est. Non, mais là, il était placé dans la phrase. C'est une vraie maladie. Non, mais c'est une vraie maladie, logique. C'est une vraie maladie, petit Corentin. Vas-y, trouve-moi un équivalent de tel quel dans cette phrase que je viens de faire. T'as juste pas besoin de le dire. Espèce de naze. Mais t'as juste pas besoin de le dire, en fait. Rien dire grosso modo, toi. Oui, bah, c'est ça, mais il faut apprendre à développer son vocabulaire et à pas se reposer sur des mots que sur lesquels tu as trop tendance à appuyer, alors qu'ils ne servent pas à grand chose en fait dans ton discours. Grosso modo, c'est ce que je voudrais te résumer de la sorte telle quelle, du coup, n'est-ce pas? Allez, chips. Et ben voilà, on en a terminé avec ce podcast. Bah, tant mieux. Et ça fait plaisir. Voilà, donc, je suis en retard, là. Saison 200, c'est donc disponible chez Dupuis pour la somme de 20,95 €. Et bah, vous l'avez compris, c'est de la frappe. Donc, on espère que ces quelques petites
voilà, ces petites pastilles audio vous ont donné envie tout simplement de lire des bandes dessinées. On espère que l'une ou l'autre bande dessinée vous intéressera. Si vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à nous faire vos propres retours. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec notre analyse, nos avis? C'est toujours intéressant puisque la bande dessinée, la culture bande dessinée vit aussi par les discussions et les échanges. C'est littéralement la vérité. Voilà. C'est vrai. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis si vous appréciez notre travail, nos podcasts, on vous rappelle que la façon la plus simple de nous soutenir, c'est tout simplement en partageant les podcasts, les faire vivre également sur les réseaux sociaux pour alimenter les discussions et faire découvrir des œuvres. Oui, et voilà. Et donc on vous souhaite une très belle journée. Non, je sais pas pourquoi je suis en train de bugger. Je veux dire, on vous remercie à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Et on vous fait des bisous. Salut! Tel quel!